Pour moi, le comique, c'est une phase du tragique. Comme l'envers du tragique. C'est l'envers du tragique. Oh, c'est le tragique, c'est le tragique. C'est même le tragique. Le comique est plus tragique que le tragique. Parce que dans le tragique, dans une tragédie, il y a des normes. Il y a l'homme qui est en lutte avec le destin, qui est détruit par le destin, par les lois. Mais il y a les lois. On les voit, les lois. Dans le comique, il n'y a pas de loi. Et l'homme est ridicule parce qu'il n'a pas de destin. Alors avoir un destin qui vous accable et qui vous détruit, c'est quand même quelque chose. La vie a un sens. Mais lorsque il n'y a même pas de destin, alors... On a beaucoup parlé justement de votre construction, de votre fameuse horlogerie, en somme. Vous faites vos pièces comme un horloger. Ah non, pas du tout. Là, quand on chauffe, il y a une absence, il y a une désorganisation totale. Non, mais cette une progression organisation voulue. rapide. Mais il y a une progression, mais oui, mais c'est évidemment, c'est ça. Un peu comme dans Feydeau, une progression absurde. Une progression absurde, c'est ça, une accélération. Oui, mais alors celle-là, elle est naturelle. Enfin, c'est ma respiration, c'est mon rythme, ce n'est vraiment pas voulu. Mais est-ce que c'est pas au détriment des personnages, si on peut dire au détriment? Pour vous, les personnages ne comptent plus alors? C'est le mouvement qui compte. Le mouvement avec les personnages, est-ce que les personnages comptent dans le mouvement du monde? Je veux dire que vous leur niez en quelque sorte presque une personnalité. Ce sont un petit peu quand même des fantoches. Oh, ben, oui, nous sommes des fantoches. Voilà. Et au contraire, dans Tueur s'engage ou dans le Rhinocéros, là vous avez tout à coup un personnage qui a un état civil. Oui, alors, et qui est un peu moins fantoche, fantoche conscient, fantoche qui ne veut pas être fantoche. Donc vous venez, donc est-ce que c'est une évolution chez vous On peut appeler ça évolution. Une façon de dire autre chose. Mais il faudrait d'abord définir le mot évolution, la notion d'évolution. Mais oui, c'est autre chose. Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'avec une pièce comme le Rhinocéros, par exemple, parce que vous avez des personnages ou un personnage tout au moins qui a un peu plus de chair, vous communiquez plus facilement avec le grand public? J'ai toujours communiqué avec le public. Ah bon? C'est-à-dire, non, sauf tout à fait au début. Oui. Au début, alors les gens venaient au théâtre, ils venaient voir la cantatrice chauve, ils ne riaient pas. 2 critiques sont venus, et comme les gens ne riaient pas, ils se sont dit, cette pièce-là n'est pas sérieuse. Alors ils ont fait une très mauvaise critique. 3 ou 4 ans après, je ne sais pas par quel miracle, les gens se sont mis à rire à ce spectacle, un peu partout. Alors les critiques ont dit, mais puisque les gens rient, c'est vraiment une chose sérieuse. Et ils ont parlé de ce théâtre comme d'un théâtre très sérieux et très important, n'est-ce pas? Voilà, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et puis après, les gens on rit partout. Partout, et oui, partout par malentendu ou non. Mais c'est une pièce qui fait rire, une pièce qui fait rire partout. Ça a commencé dans des petits théâtres, c'était pour les... C'est bizarre. Cette pièce a été défendue par les intellectuels de gauche et les bourgeois du 16e arrondissement. Les gens qui d'habitude se rejoignent très peu. Les gens qui d'habitude se rejoignent très peu. Et puis c'est parti, ça a été joué en Pologne, ça a été joué en Allemagne, ça a été joué en Yougoslavie, ça a été joué dans plusieurs pays, et devant des publics extrêmement différents, devant des ouvriers aussi. Et donc il n'y a pas de... Ce n'est pas, c'est pas une pièce pour un public restreint, ce n'est pas une pièce. Bon. Et vous avez parlé de malentendu tout de même. Oui, oui, enfin, oui. Non, mais alors, il y a trop de questions. Non, alors après, il y a eu, évidemment, le Rhinocéros. Le Rhinocéros fait un grand succès, malgré la critique. Oui. Parce que la critique a été plutôt contre. La critique a été plutôt contre parce que les critiques se sont sentis vexés. Ils se sont sentis vexés parce que ils se demandaient si ce n'était pas eux, les rhinocéros, les critiques, et puis les gens qu'on appelle les intellectuels, enfin les demi-intellectuels. Et pour moi, les intellectuels, ce sont des... Enfin, intellectuels, c'est Einstein, c'est Oppenheimer, c'est Bergson, c'est... Bon. Mais alors, il y a toute une série de gens qui viennent en dessous et qui adoptent les slogans, et puis qui sont prisonniers de la force. Enfin, mais je suis très confus. Je veux dire ceci, que je n'aime pas les intellectuels, ou les demi-intellectuels, parce qu'ils étaient en Allemagne tous nazis avant la guerre, et ils étaient très fascistes en France.
et parce que, et que maintenant ils sont de gauche, parce que la Russie est un pays très puissant. Mais je n'aime pas donc les intellectuels parce qu'ils ne pensent pas en réalité, ils croient penser. Ils ne font qu'exprimer des slogans, que de succomber à des slogans supérieurs. N'est-ce pas? Et la rhinocérite, ce serait un peu ça. Et la rhinocérite, la rhinocérite, oui, les rhinocéros, ce sont plutôt les demi-intellectuels. Beaucoup plus que les gens que les gens du peuple, comme on les appelle, n'est-ce pas? Je crois que les intellectuels ont une mentalité de masse. C'est ça. En effet, c'est assez nouveau comme idée, puisqu'on dit toujours que c'est le contraire. Et ce qu'on n'a pas dit, on a essayé d'expliquer justement le rhinocéros en disant que vous aviez voulu vous... Ce n'est pas la foule, non, écoutez... C'était l'esprit totalitaire. Oui, mais j'ai assisté, oui, mais c'est l'esprit totalitaire. Bon, d'accord, c'est ça. Mais l'expérience de base et l'expérience de la nazification d'un pays. J'ai assisté à cette nazification progressive. Nous étions un tas de gens qui étions contre le nazisme. Et puis, petit à petit, nous étions de moins en moins nombreux. De moins en moins nombreux. À un moment donné, un de nos amis disait « Oh, certainement, les fascistes n'ont pas raison. Cependant, sur ce point, alors on savait tout de suite que dès qu'ils disaient cela, ils étaient dans la machine, dans l'engrenage, et que c'était fini. Et en effet, au bout de 2 semaines ou de 3 semaines, ils s'inscrivaient dans le parti. Et on était de moins en moins nombreux, presque seuls, et nous résistions. Nous résistions moralement. Bon, je n'ai pas été un héros, je me suis tenu tranquille. Mais c'est très difficile aussi d'être un héros moral et de ne pas succomber à une propagande. J'avais mauvaise conscience, comme mon personnage, Béranger, puisque tout le monde pensait autrement que moi. Bon. Et alors, voilà. Cette pièce est donc le procès des intellectuels. Parce que si le nazisme a été possible, c'est la faute des intellectuels. Non pas des grands intellectuels, mais enfin des intellectuels professionnels. De ceux qui pensent un peu. De ceux écrivains, journalistes, professeurs, etc. C'est leur faute. Donc à l'intérieur d'une pièce dont le mécanisme reste, comme le mécanisme de vos autres pièces, éminemment bien huilé et comique, il y a une idée qui n'est pas elle-même comique, il y a une idée. Et comme vous avez été quelquefois contre les sociologues, contre les auteurs engagés, contre ceux qui livraient un message, est-ce que là, vous n'avez pas quand même été un petit peu dans leur sens à eux? Oui, j'ai été à la fois dans leur sens à eux et contre eux. Ils m'ont reproché d'écrire des pièces sans message, ce qui est parfaitement compréhensible. Et au moment où j'ai écrit une pièce à message, ils m'ont grondé parce que le message était contre eux. Est-ce que parmi ceux, justement, de ces écrivains à message qui sont contre vous, est-ce que vous n'avez pas un illustre adversaire en Jean-Paul Sartre? Oh. Est-ce que c'est une querelle classique? Oh, Jean-Paul Sartre. Oh, non, je ne veux pas en parler parce que je ne veux pas dire du mal de lui. Non, Pour vous, c'est l'amphithéâtre? Non, c'est l'homme qui cède à tout. C'est l'homme qui cède à tout. C'est l'homme qui écrit une philosophie inspirée de Heidegger, l'illustre, il croit que c'est le dernier mot de la pensée, et qui est tout près, qui était tout près en 38-39 d'être nazi. Enfin, les nazis sont... Enfin, d'être nazi, il aurait pu l'être. Il aurait pu l'être. Enfin, arrive la guerre, il vit tranquillement. Pendant la guerre, tout de suite après la guerre, l'Allemagne est vaincue et il redevient humaniste. L'existentialisme est un humanisme, dit-il.
Et puis après, la Russie devient très puissante, il devient très communisant, et dans son dernier livre, il se déclare ami du marxisme. Arrive la guerre la révolte de Budapest, et dit oh, l'histoire a changé, maintenant ça change, il faut être dans le courant de l'histoire.